Sommes-nous à la veille d'une crise économique et financière mondiale? Comment perdre 5 milliards d'euros sans s'en rendre compte? La croissance, tout le monde en rêve, mais quelle réforme d'abord? Des questions et des réponses avec les deux invités de ce nouveau numéro de Sur Parole, Jean Arthuis et Jacques Attali. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Bonsoir Jacques Attali, bonsoir Jean Arthuis. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau de TV5. Alors y a-t-il une potion magique pour doper la croissance? Quels sont les pays dont la France devrait s'inspirer? Jacques Attali, vous venez de diriger les travaux d'une commission qui a proposé au gouvernement français de prendre plus de 300 décisions pour libérer la croissance. Un travail de plusieurs mois dont le premier résultat aura été de libérer la parole plutôt pour ou contre vos propositions. Tout de suite, un état des lieux avec Marian Nagusevski. Entreprises, immigration, éducation, services, logement et ville, le rapport Attali n'a rien oublié pour relancer la croissance française, pour la libérer selon le terme officiel de la commission, présidée par l'ancien Sherpa du président Mitterrand. Voici, Monsieur le Président, le rapport. Un projet très ambitieux commandé par Nicolas Sarkozy et un document énorme, 316 propositions. Parmi les mesures phares, l'ouverture à la concurrence, la fin de la limite d'âge au travail, l'ouverture des frontières, l'éducation et la recherche avec la création de pôles d'excellence, l'efficacité de l'État avec la suppression des départements. Pour Jacques Attali, il n'y a qu'une façon d'appliquer ce rapport. Aucune des mesures qui est là ne se comprend et ne peut s'appliquer sans être faite dans un ensemble. Nicolas Sarkozy s'est dit d'accord sur l'essentiel, mais sur la question de la suppression des départements, le président français ne partage pas la même vision. Moi, je ne suis pas d'accord. Bon. Le département, ils ont la légitimité historique. Et la commune, les gens, ils sont très attachés. Pourquoi? Parce que dans un monde qui est devenu un village, ça coûte beaucoup plus cher de perdre son identité que d'accumuler des strates de collectivité. Le président français n'est pas le seul à émettre des réserves. Politiques de gauche comme de droite, économistes, professionnels concernés par le rapport se montrent aussi critiques. Prenons l'exemple du principe d'ouverture à la concurrence. Il préconise la libéralisation des professions réglementées, comme la fin du nombre limité de licences pour les taxis. Cela a déclenché la colère des chauffeurs partout en France qui y voient une menace pour leur activité. Le Premier ministre français a malgré tout confirmé la mise en application du rapport, mais François Fillon y a apporté quelques nuances. Il y aura, je cite, de la concertation, des plans d'action ministériels et une association étroite des parlementaires, de la prudence donc, peut-être non sans raison. On a quand même l'impression que peut-être ça manque un peu d'un souffle et d'une vue d'ensemble, et peut-être aussi quand même que ça manque d'une ambition sur quelle croissance, et pas seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité de la croissance. Si le rapport Attali ne fait pas l'unanimité, il pointe en tout cas du doigt l'ampleur du défi français. En 40 ans, l'Hexagone est passé de 5 à moins de 2% de croissance par an. Alors, priorité à l'éducation, à la mobilité, à la liberté, à la concurrence. Jacques Attali, est-ce qu'on peut résumer votre rapport en disant que vous prescrivez à la France une cure de libéral-socialisme ou de social-libéralisme? Non, il ne faut pas s'enfermer dans des étiquettes. D'abord, ce n'est pas ma prescription, c'est un groupe de travail composé de 43 personnes. J'aime pas qu'on emploie le mot expert, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas des experts. On est un groupe de gens qui ont chacune leur responsabilité dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie intellectuelle, et qui, en toute bonne foi, en toute liberté d'esprit, en mettant en commun leurs expériences, sans véritablement faire état de préoccupations politiques, ont cherché ce qui marche. Ouais. Et ce qui marche, c'est toujours un équilibre entre ce qui permet de libérer les énergies et ce qui permet de sécuriser ceux qui peuvent prendre des risques. Ouais. C'est ça l'équilibre. Donc c'est à la fois en effet plus de liberté, mais aussi plus de sécurité. Alors Jean Arthuis, l'ancien ministre de l'économie que vous êtes et le parlementaire que vous êtes, il pourrait contresigner le rapport Attali? Un certain nombre des propositions, oui, à mon avis,
tendent à moderniser la France et à la rendre plus compétitive, car aujourd'hui, notre vrai problème, si on en juge par l'état de notre commerce extérieur, nous allons, en 2007, constater probablement plus de 40 milliards de déficit. Et ça n'est pas le pétrole et le gaz qui expliquent ce déficit. C'est le signe d'un déséquilibre. Les Français consomment plus que ce qu'ils produisent. Et donc, nous devons en tirer les conséquences. Nous avons un problème de compétitivité. La mondialisation est venue. On en tire quelquefois le meilleur en ce qu'elle nous permet de consommer à bon marché, parce qu'on va faire ses courses en Asie ou ailleurs, là où c'est moins cher. Mais la difficulté, c'est de rendre compatible l'objectif de lutte contre la vie chère et de plein emploi. Or, il faut bien prendre conscience qu'un certain nombre de règlements, de lois, sont autant de barrières qui rendent pratiquement incompatibles, en l'état, le plein emploi et la lutte contre la vie chère. Jacques Attali, est-ce que le rapport que votre commission a remis correspond à ce que vous vous attendiez? Ou bien est-ce que les mois, les semaines de travaux ont provoqué quelques surprises? On a appris beaucoup les uns des autres. Il y avait là des gens exceptionnels, un des plus grands démographes au monde, un très grand psychanalyste, des étrangers de très haut niveau. On a beaucoup appris les uns des autres. Disons que je ne m'attendais pas à ce qu'on mette autant comme fil conducteur du rapport l'économie de la connaissance. Depuis la maternelle jusqu'à la recherche et au-delà, les PME, mais aussi les secteurs clés dans lesquels la France ne se trouve pas, le numérique, la biotechnologie, les industries de l'environnement, etc. Je ne m'attendais pas à ce qu'on donne ce cadre pour commencer. Pour vous, pour votre commission, la priorité des priorités, c'est l'économie de la connaissance. La connaissance, au sens large. C'est l'éducation, de la maternelle à l'enseignement supérieur, mais c'est aussi la formation par alternance, c'est aussi la formation des continue au-delà des études, c'est aussi l'apprentissage en permanence, c'est aussi la mise à disposition de cette connaissance dans l'économie, et c'est aussi la mise à disposition de cette connaissance, en particulier des technologies du numérique, dans l'État, pour que l'État réduise ses dépenses et pour que, comme le disait M. Arthuis, la société française devienne plus mobile, plus labile, plus capable de se brancher sur la croissance mondiale et donc capable d'être plus compétitive. Car en effet, comme il le dit à l'instant, s'il n'y avait pas l'euro, qui nous permet d'acheter moins cher ce qui est à l'étranger, ce qui nous permet de ne pas voir notre crise, nous serions dans une crise financière pire que la pire crise financière que la France ait jamais connue. Donc nous avons vraiment un problème tragique que seule une compétition à la connaissance, en attirant les talents de l'extérieur, en développant nos moyens de recherche, en développant l'excellence de nos universités, permettra de répondre. Sinon, le déclin est là, il est en marche. Jean Arthuis, le rapport de la commission Attali, c'est un rapport d'experts. C'est plus difficile à appliquer quand on est sur le terrain, quand on est un parlementaire. Bon, dans la forme, je pense que vous avez peut-être eu tort d'évoquer vos propositions sous forme de décision. Donc, ceci a pu créer un peu d'irritation ici ou là. Je pense qu'il faudrait, et d'ailleurs c'est le souhait que j'ai exprimé lorsque vous êtes venu devant la commission des finances du Sénat, c'est qu'on ait vos fiches financières pour que l'on vérifie que tout cela est faisable budgétairement. Je pense enfin que dans le constat que vous faites, dans le diagnostic que vous faites, je suis là de ce débat un peu surréaliste en France, que l'on évoque les difficultés, le déséquilibre de la balance commerciale, le déséquilibre des finances publiques, et on est taxé de déclinisme. Il est bon d'avoir un discours un peu satisfait, je ne dis pas béat, mais enfin, la France est un grand pays, tout marche bien, c'est le pays qui concentre les capitaux du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai que les capitaux du monde entier viennent en France, bien souvent des capitaux que nous finançons par nos propres déséquilibres, mais qui s'investissent dans l'immobilier de luxe, faisant exploser le prix des actifs immobiliers, et chassant les populations bien loin de leur lieu de travail, bien souvent. Ils s'investissent dans les bons du Trésor, parce que là, nous émettons beaucoup. Nous allons émettre en 2008 150 milliards de bons du Trésor. Sur le CAC 40, mais le CAC 40, pardonnez-moi, il est notre fierté, mais il a tendance à supprimer des emplois, directement et indirectement chez ses sous-traitants. Il les pousse à les produire en Chine ou ailleurs. Eh bien, il reste des investissements dans des PME, et bien souvent, une fois que les fonds extérieurs ont acquis une PME, on la délocalise pour optimiser les résultats. Donc, ce discours est un discours parfaitement anesthésiant,
Or, je pense que nous avons besoin, tous ensemble, nous Français, sans nous désespérer, de dresser un constat qui nous fasse comprendre l'urgence et la nécessité de ces réformes. Alors, ces réformes, c'est pour libérer la croissance. Est-ce que la croissance, c'est un but, un objectif en soi? Il faut toujours plus de croissance. Vous savez, dans les années 70, il y avait les clubs de Rome qui prenaient la croissance zéro. Ils n'avaient rien compris. Ça, c'est intellectuellement stupide. Parce que si quelque chose pollue, ce n'est pas la croissance, c'est la production. Donc, ceux qui étaient pour la croissance zéro étaient en fait pour la production zéro. La pollution zéro aussi. La production zéro, puisque ce n'est pas la croissance qui pollue, c'est la production. Donc en réalité, il ne faut pas une croissance zéro, il faut qu'avec une certaine croissance, on modifie le contenu de la production pour que la production pollue moins. Donc ce n'est pas un problème idéologique sur le montant de la croissance. Je pense que ce que nous avons voulu faire, c'est de montrer que, en toute liberté, parce que nous ne sommes pas soumis à des exigences électorales ou à du clientélisme de telle ou telle profession, nous avons voulu montrer qu'il y a des réformes de structure qui ont trop attendu. Et comme le dit très justement M. Arthuis, il faut à la fois être optimiste parce que la France a les moyens de s'en sortir, mais en même temps prendre conscience que le déclin a commencé. Est-ce qu'il y a des exemples, alors il y a des exemples étrangers dont la France devrait s'inspirer? Sujet par sujet. Disons que sur l'enseignement supérieur, l'exemple anglais et américain est utile. Sur le contrôle de l'emploi et la politique de l'emploi, les exemples de l'Europe du Nord sont utiles. Sur les exemples de la réforme de l'État, les tentatives plus ou moins réussies en Italie sont très utiles. Beaucoup de pays nous donnent des exemples. Et à chaque fois, nous avons essayé d'en tirer des leçons. Mais pour revenir à ce que disait Martin, pourquoi nous avons appelé ça décision? En réalité, c'est parce que nous avons une conscience de l'urgence. Et que proposition aurait trop donné l'idée que c'était un énième rapport d'experts qui met sur la table des choses. Nous avons voulu montrer que, ça forme un tout cohérent. J'ai jamais dit à prendre ou à laisser ou tout ou rien. Je dis que c'était cohérent et que je ne voudrais pas que, comme certains l'ont dit récemment encore, on prenne 50%, comme par hasard les 50%. Qu'on ne picore pas. Voilà, 50% qui pourraient être plutôt de droite ou 50% qui peut être plutôt de gauche. Ça ne marchera pas. Ouais. Nous, de notre point de vue, ça ne marchera pas. Donc, nous l'avons appelé décision pour montrer l'urgence et pour montrer la cohérence de l'ensemble. Maintenant, nous ne sommes pas les élus, c'est vous qui êtes les élus du peuple. C'est au gouvernement, au président et à la majorité et à l'opposition de débattre et vous en ferez... c'est votre responsabilité maintenant, c'est plus la nôtre. Un des freins à la croissance, en France en particulier, c'est quoi? C'est l'endettement du pays. Il faut en passer d'abord par là, essayer de réduire l'endettement de la France. Réduire le déficit d'abord. Ouais. Et cesser de proclamer qu'on a résolu ce problème avec des mesures qui bien souvent sont des artifices. On vend des actifs, on vend une partie du patrimoine et on explique aux Français qu'on a commencé à faire baisser la dette. Ce qui n'a pas de sens. Je crois que les Français sont intelligents. Je crois d'ailleurs qu'ils sont infiniment plus prêts à la réforme qu'on ne le croit. Il arrive de penser que les freins à la réforme, les inhibitions, sont plutôt du côté des institutionnels, des syndicats. Je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure de ce qu'est la mondialisation. Elle a complètement modifié nos données. Mais vous le dites dans votre dernier livre, la mondialisation n'est pas nécessairement, en tout cas de votre point de vue, une chance pour la France. C'est-à-dire que, là encore, mon premier rapport sur les délocalisations date de 1993, parce que j'étais irrité par ce discours officiel sur le thème « La mondialisation, c'est bien sûr une chance pour la France ». Oui, ça peut être une chance, mais à condition que la France s'adapte. À quelles conditions? Or, nous n'avons rien fait pour nous adapter. Nous avons, au contraire, réduit la durée du temps de travail, les 35 heures. Je trouve que ce n'est pas une bonne contribution à la compétitivité. Il faut les supprimer, les 35 heures? Oui, à mon avis, oui. Oui, il faut faire confiance aux acteurs économiques, il faut encadrer tout cela, bien sûr, il faut que ce soit transparent, mais il faut redonner de la souplesse, de la capacité d'adaptation, faire prévaloir des formes de rémunération par intéressement, par participation, plutôt que des salaires fixes. L'arbitrage est bien souvent pathétique. Pour être compétitif, on s'en va à l'étranger, et ceci n'est pas un problème aujourd'hui. Je parlais de potions magiques, de baguettes magiques pour la croissance. Toutes les propositions que vous faites, les décisions que vous prenez, elles ont un coût. Alors vous allez les financer comment? Nous avons regardé ça avec plus grand détail. Ça a été notre obsession permanente de faire en sorte que l'ensemble de ces propositions ou décisions s'accompagne d'une réduction de la part des dépenses publiques
dans le PIB, c'est-à-dire une stabilisation en volume de l'ensemble des dépenses publiques, qui s'accompagnera d'une baisse de 1 point, c'est-à-dire 20 milliards en tendance. Donc nous avons vraiment regardé ça en détail, c'est à votre disposition. Je l'ai communiqué il y a 2 jours à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et naturellement c'est à votre disposition. Nous l'avons regardé en détail, nous avons, dans une réunion que nous avons tenue d'ailleurs au Sénat, avec la direction du budget, les experts du Conseil d'analyse économique et de différentes sociétés de conseil qui nous ont aidés, vraiment montré que mesure par mesure, l'ensemble correspond à une baisse. J'ajoute d'ailleurs que c'est la première fois qu'un rapport le fait. C'est la première fois que de telles propositions sont faites de façon aussi cohérente et chiffrée. Naturellement, ça exige des réallocations, ça exige des économies sur le nombre de fonctionnaires recrutés, sur l'indexation des subventions, des dotations de l'État aux collectivités locales, toute une série d'économies. Et une augmentation, par exemple, de la TVA. Non, ce n'est pas une augmentation de la TVA. Contrairement à ce qu'il dit, c'est un transfert. C'est pas du tout la même chose. C'est un transfert des charges que nous estimons mieux financer ainsi. Donc mais nous pensons que tout ça doit être fait vite. Et c'est pourquoi on a dit l'urgence. Pour nous, au lendemain des élections municipales... Oui, dès avril 2008. Du lendemain des élections municipales jusqu'en juin 2009, il n'y a pas d'élection, c'est le moment de le faire. Nous avons même donné un calendrier extrêmement détaillé sur la façon dont le gouvernement pourrait faire. Un mot sur le financement ? Sur le financement de la protection sociale, je trouve que vous n'allez pas suffisamment loin. Nous sommes en économie mondialisée. Faire peser sur les salaires le financement de la santé et de la politique familiale, c'est à mon avis organiser la délocalisation d'un certain nombre d'activités et d'emplois. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de cette démarche. Il faut désormais fiscaliser le financement de la santé et de la politique familiale parce que c'est l'affaire de tous les Français et pas seulement des salariés. C'est ce qu'on propose. Oui, mais vous n'allez pas tout à fait jusqu'au bout. On propose des choses. Il y a un tabou sur la TVA. Je voudrais qu'on ait une réflexion sur la fiscalité dans la mondialisation. Pendant très longtemps, on a dit, voilà, il y a les impôts payés par les ménages, et puis il y a ceux payés par les entreprises. Mais qui peut dire que les impôts payés par les entreprises ne sont pas en définitive payés par les ménages ? Car l'entreprise, qui ne répercute pas dans le prix des produits ou services qu'elle met sur le marché, ce que lui coûte le financement des différents impôts, ne survit pas. Par conséquent, ayons la sagesse de refonder un pacte républicain sur des impôts payés par les citoyens. Jacques Attali, je voudrais un mot encore sur l'immigration. Vous dites l'immigration est un moteur de croissance. Je pense que c'est la décision 222 de votre rapport. Vous dites la France doit accueillir plus de travailleurs étrangers. Oui, parce que, toujours dans cette même logique, notre rapport est fondé sur 3 idées. L'économie de la connaissance est majeure. Deuxièmement, il faut de la mobilité et de la sécurité pour pouvoir changer et aller vers l'économie de la connaissance. Et troisièmement, il faut une gouvernance de l'État différente. Si on veut de l'économie de la connaissance, il faut non seulement une mobilité interne, mais une mobilité internationale pour attirer les talents. Si nous ne le faisons pas, les autres le font. Aujourd'hui, on a une politique de quotas qui reçoit quelques personnes ici ou là, en fait, qui camoufle une politique plutôt de minorité visible qu'on ne veut pas voir grandir suivant certaines couleurs. Nous pensons que toute personne qui a un diplôme d'enseignement supérieur, qui a un talent, qui peut apporter à la France, doit être bienvenue parce que non seulement il va augmenter notre niveau de connaissance collective, mais il va créer des emplois. Et quoi, la France doit ouvrir ses portes alors sur base d'un diplôme, par exemple ? Exactement, c'est ce que nous proposons. La France doit ouvrir ses portes en fonction de diplômes qui, naturellement, doivent être reconnus et validés. Mais c'est ce que font tous les autres, c'est ce que font tous les grands pays en Europe et ailleurs. Et si nous ne le faisons pas, non seulement nous nuirons à nous-mêmes, mais nous nuirons aux pays du Sud qui ont terriblement besoin que ces gens qui viendront chez nous puissent leur envoyer une partie de leur épargne. En 15-20 secondes, la France a besoin de cette immigration. Elle doit ouvrir ses portes. Si on veut rééquilibrer notre balance commerciale, il faut produire plus en France. Et pour produire plus, il faut plus de ressources humaines. Et l'immigration peut y contribuer. Il faut mieux mobiliser les Français qui sont en France, mais à mon avis, on n'échappera pas à l'immigration si vraiment on veut redonner de la richesse à la France. Alors je propose d'élargir le débat à la situation économique mondiale. On a beaucoup parlé de la France, c'est plutôt morose en Europe et aux États-Unis. En Asie, la croissance reste forte, mais une croissance qui suscite des inquiétudes, le tout sur fond de crise du crédit, la fameuse crise des subprimes, qui pourrait faire perdre aux banques jusqu'à 180 milliards d'euros, c'est un chiffre minimum, quand la bulle du crédit explose, avec Marianne Aguzewski. Londres, septembre 2007. Ces Britanniques attendent depuis des heures dans la rue. Certains sont même arrivés la veille. Pourquoi sont-ils là ? Parce qu'ils ont peur. Leurs comptes en banque sont peut-être vides. Northern Rock, chez qui ils sont clients, est proche de la banqueroute. J'ai toujours fait confiance à cette banque. Je suis très déçue de ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela pouvait arriver, surtout en Angleterre. Pourquoi cette banque a-t-elle perdu autant d'argent ?
La réponse se trouve aux États-Unis. En 2006 commence la crise des subprimes, un événement qui aura des conséquences sur l'ensemble du monde financier. Les subprimes, ce sont ces crédits, la plupart du temps pour des prêts immobiliers, des crédits à risque, destinés à une clientèle peu solvable, sur laquelle les banques se font beaucoup d'argent. Taux d'intérêt plus élevé en cas de non-remboursement et dans la plupart des cas, taux d'intérêt variable. Mais malgré tout, ces subprimes sont un succès. De nombreux ménages modestes y souscrivent. Jusqu'en 2006, tout va bien, les taux se maintiennent. Et puis, ils remontent d'un coup. Conséquence, de nombreux emprunteurs ne peuvent faire face, incapables de rembourser. Les panneaux immobiliers fleurissent dans les banlieues américaines. Ce couple de fermiers, par exemple, n'est pas sûr de pouvoir tenir. Je crois qu'au final, nous allons perdre notre maison. Des maisons remises en vente, parfois moitié moins chères que leur prix d'achat et qui souvent ne trouvent pas d'acheteurs. Du coup, les banques ne peuvent récupérer leur argent, elles sont dans le rouge. Quel rapport avec la banque Northern Rock ? Eh bien, la plupart des banques américaines qui ont pratiqué ces subprimes ont minimisé leurs risques. En clair, une partie de l'argent qu'elles prêtaient à leurs clients n'était pas le leur. Elles partageaient le risque avec d'autres banques aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, comme la britannique Northern Rock justement. Les Français BNP Paribas et Société Générale ont perdu aussi beaucoup d'argent dans ces investissements à risque. Le système financier international est aujourd'hui ébranlé. Toute cette mécanique-là, elle est à la fois assez merveilleuse parce qu'elle permet de financer n'importe quel risque, et elle est à la fois terriblement perverse parce que finalement elle conduit à une très mauvaise appréciation du risque, et elle conduit à une très mauvaise appréciation du risque dans des situations particulières qui sont ce qu'on appelle des crises systémiques, c'est-à-dire quand les conditions sortent de l'ordinaire. Or, sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers, sortir de l'ordinaire, c'est pas si rare, ça arrive. Et quand ça arrive, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, pour éviter cette catastrophe et relancer la consommation, la Fed, la Réserve fédérale américaine, a baissé son taux directeur par 2 fois. Il n'est que de 3% aujourd'hui. Mais cela sera-t-il suffisant ? Jusqu'où peut aller cette crise des subprimes ? En France, par exemple, la consommation des ménages ralentit, tout comme les créations d'emplois. Cette crise est en tout cas une illustration de plus des risques de la mondialisation financière. Jacques Attali, on n'est qu'au début de cette crise des subprimes aux États-Unis. Ah oui, tout à fait, pas seulement au début, mais dans le monde entier. D'ailleurs, plusieurs personnes dont je faisais partie il y a plus d'1 an et demi l'avaient vu, et dans notre rapport, nous parlons longuement de la spéculation et de la nécessité de la maîtriser. Ça fait commencer, pourquoi ? Parce que l'économie américaine et l'économie financière en général est complètement, j'emploie un mot excessif peut-être, mais vérolée par la spéculation. Aujourd'hui, l'ensemble du monde de la spéculation financière, des acteurs de des dérivés, des dérivatifs, ont un volume financier qui est 5 fois le PNB mondial. 5 fois le PIB mondial. C'est de l'argent virtuel. L'argent virtuel qui ne sert à rien en termes d'organisation des investissements internationaux, puisque normalement la banque sert à allouer au mieux les ressources. Là, c'est purement du casino excessif. Donc il y a véritablement des excès qui sont faits là-dedans. Quand vous avez parlé tout à l'heure de 240 ou 250 180 milliards d'euros. Ce sera sans doute au moins le double. Parce qu'il y a non seulement les subprimes, mais au-delà de ça, il y a les hedge funds, il y a les LBO, il y a les sociétés de rehaussement, il y aura sans doute les cartes de crédit. Donc il y a tout un ensemble de processus qui sont extraordinairement en cause. Donc on est qu'au début, en fait, j'allais dire, des tout à fait au début de la remise en ordre du système. Si vous ajoutez à cela que les États-Unis ont une dette extérieure qui va sans doute dépasser les 2500 milliards, ou peut-être même 3000 milliards de dollars, et qui donc font que les États-Unis sont aujourd'hui techniquement en faillite et ne peuvent tenir qu'avec un effondrement du dollar, tout ça s'accompagne d'évidence de prolongation de la crise assez durable. Jean Arthuis, pour l'ancien ministre de l'économie et des finances que vous êtes, cette crise du crédit aux États-Unis, elle peut avoir des conséquences aussi sur la croissance, c'est-à-dire qu'elle va peut-être freiner à terme la croissance aux États-Unis d'abord, et puis par effet boule de neige en Europe. D'abord, cette crise aux États-Unis va freiner la croissance aux États-Unis. Et le freinage de la croissance aux États-Unis va forcément freiner la croissance en Europe. Cette crise... L'économie américaine reste la locomotive. Cette crise est née d'une exubérance irrationnelle. Il y a tout juste 1 an, les 5 premiers établissements de Wall Street distribuaient à leurs collaborateurs, sur ces opérations de marché, 36 milliards de dollars de bonus. Tout allait très bien. On mettait tout sur le marché, c'était formidable. L'économie financière progressait de 20%, alors que l'économie mondiale progressait de 4 à 5%. Il y a forcément un phénomène de spéculation
de déconnexion entre l'économie réelle et l'économie financière. Ceci alimente une bulle qui est en train d'exploser. Alors, on avait imaginé que, naturellement, la consommation était le moteur de la croissance. On avait amené des gens à emprunter alors qu'ils avaient des revenus extrêmement limités. On leur disait, mais tout ça n'est pas grave. Il y a une telle inflation des actifs que le jour où on vous obligera à vendre votre maison, vous ferez une plus-value à un niveau tel que vous aurez encore du bénéfice. Donc vous vous enrichirez dans ces conditions. Il faut rappeler que le principe des subprimes, ce sont des alors on a titrisé ces créances. Ce sont des taux variables. Au début, c'est pas très élevé, puis ça plutôt augmente. alléchant. Et alors les agences de notation, puisque maintenant dans les salles de marché, il suffit que l'agence de notation dise que c'est du triple A, c'est-à-dire que c'est vraiment de très bonne qualité, on achète ça. Vous venez de prononcer le mot de titrisation. Ça, en fait, c'est le système qui a gangréné en fait tout le système financier. Absolument. C'est-à-dire que les banquiers ont transformé en titres qu'ils ont mis sur le marché leurs créances. Ils ont passé le mistigris à d'autres financeurs qui ont vu là des possibilités de gains assez appétants, assez appétissants. Et donc, ils ont acheté ça avec une espèce de bonne conscience, sans se rendre compte qu'ils allaient se retrouver. Le marché immobilier s'est retourné, donc plus personne n'a pu rembourser quoi que ce soit. La titrisation en elle-même n'est pas condamnable, je pense que M. Arthus soit d'accord. Parce que c'est un instrument financier génial. Ça consiste à prendre des petits prêts et en faire un instrument unique. Tout le problème, comme vous l'avez dit très justement, c'est que ça n'a pas été contrôlé. Les agences de notation avaient intérêt à dire que tout allait bien, puisqu'elles étaient payées par ceux qui leur demandaient leur avis. Et donc, il y a une sorte de connivence de gens qui gagnaient des fortunes qui fait que, alors que ces instruments sont très utiles pour permettre la croissance de l'économie mondiale, ils ont permis une croissance de 5%, qui est très forte, mais on a été, comme toujours, quand l'humanité peut aller dans la démesure, elle y va. Et dans la finance, c'est si facile dans la démesure, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte, c'est une sorte d'économie virtuelle, qu'on s'est tout permis. Pourquoi ? Parce que, comme il n'y a pas de contrôle des banques autrement que par les banques, comme il n'y a pas de gendarmes extérieurs, eh bien, ils se sont crus tout permis. Mais alors, la vraie crise, c'est que lorsqu'ils ont pris conscience qu'ils avaient acheté des lapins dans des sacs et qu'ils n'étaient pas à la hauteur du crédit qu'ils leur donnaient, on a assisté à une crise de confiance, les banques elles-mêmes ne se faisant plus confiance. Et ne sachant plus ce qu'elles avaient elles-mêmes acheté. Et par exemple, la Générale avait dû passer une provision de 200 millions, c'est ce qu'on apprenait au mois de novembre 2007, et puis les événements du début de l'année 2008 font apparaître une provision de 2 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? L'assiette n'a pas changé, mais les dirigeants de la banque ont considéré qu'il fallait réévaluer le taux de provisionnement pour couvrir les dettes probables, les pertes probables. Jacques Attali, la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, elle a par 2 fois réduit ses taux d'intérêt. Est-ce que finalement les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets ? Oui, c'est fascinant parce que c'est exactement la crise de 29. Moi, je le dis depuis longuement. Donc vous dites... Oui, c'est la crise de 29, au sens où la crise de 29, ça a été permettre aux gens de s'endetter sur des actifs pour acheter des actifs. Et ça a naturellement conduit à l'effondrement. La grande différence avec 29, c'est qu'on a des banques centrales beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus coordonnées et que chacun ne va pas se renfermer. Il faut bien comprendre que la Banque centrale américaine ne peut pas faire autrement que baisser le taux d'intérêt pour créer les conditions d'une plus grande confiance. Mais à terme, c'est une politique catastrophique. Catastrophique. Beaucoup des taux d'intérêt très faibles. C'est une politique catastrophique parce que aujourd'hui, inciter les gens parce que pour l'instant, les États-Unis, le grand problème des États-Unis, le problème structurel de l'économie mondiale, c'est que les États-Unis n'épargnent plus. Et donc ne sont plus capables de financer leurs propres investissements et vivent à crédit du reste du monde. Donc plus les taux d'intérêt baissent, moins les Américains vont avoir intérêt à épargner. Et donc la vraie solution de la crise, qui passera par un retour de l'Amérique vers une situation d'épargne, est encore retardée. En même temps, les banques centrales sont mal prises parce que si les taux d'intérêt restent trop hauts, on peut avoir ce qu'on appelle une crise des liquidités, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'argent qui circule. Et là aussi, c'est mauvais pour la croissance et la consommation. Donc il faut choisir entre 2 mots. Les banques centrales ont créé la liquidité, là, puisqu'elles ont racheté des titres qui n'avaient pas de contrepartie. Je crois qu'elles ont fait à peu près leur devoir, facilitant la tâche des banquiers, mais les banques apparaissent souvent comme emblématiques du libéralisme, de l'entreprise privée par excellence. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en crise de liquidité, on est menacé par un risque systémique, et c'est pour cela que quand il y a un sinistre, c'est bien souvent l'État
qui vient au secours du monde bancaire. Regardez ce qui s'est passé au Japon il y a quelques années, ce qui s'était passé il y a 15 ans aux États-Unis avec les saving and loans, les caisses d'épargne. Ça a coûté 300 milliards de dollars au gouvernement fédéral. En Corée du Sud, même chose. Northern Bank en Angleterre. Si les pouvoirs publics n'interviennent pas, c'est le risque systémique. Donc les pouvoirs publics ont le devoir de jeter un regard particulier sur les banques, sur leur fonctionnement et sur les procédures prudentielles qu'elles respectent. On va en reparler. Mais il y a aussi, avant de parler du contrôle des banques, une des leçons peut-être de cette crise des subprimes, c'est que finalement, il y a le centre de gravité de l'économie qui bascule petit à petit vers l'Asie. Non, ça c'est vrai depuis les années 70. Oui, mais là on le voit. Ce sont des fonds souverains chinois ou parfois du Golfe arabo-persique qui refinancent les banques américaines. Oui, mais ça c'est pas nouveau. La crise subprime l'a peut-être révélé au grand public, mais c'est depuis des années et des années, les fins de mois de l'État américain, c'est-à-dire le salaire des fonctionnaires américains a été payé successivement par les Japonais, puis aujourd'hui par les Chinois. Mais là, plus que jamais. Oui, pas différemment. Les Chinois ont aujourd'hui 2000 milliards de dollars en réserve, financent les fins de mois des Américains, comme les Japonais l'ont fait. Les États-Unis sont aujourd'hui en faillite. Donc pour vous, la crise de l'économie américaine, c'est une crise très sérieuse. C'est une crise extrêmement grave. C'est une crise d'organisation, de compétitivité, de structure, et d'un peuple qui vit à crédit, qui vit complètement sur le dos des générations suivantes. Les fonds souverains dont nous parlons sont c'est-à-dire des fonds détenus par... En principe des États, mais pas toujours. Pas toujours, oui. En tout cas, très près du pouvoir. Donc c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour les États du Golfe arabo-persique, c'est vrai pour la Singapour aussi. Et puis ça va être vrai pour l'Algérie probablement. Ce sont des États qui nous approvisionnent en pétrole, en gaz et en biens de consommation. Et ces fonds souverains sont le miroir de nos déséquilibres. À nous, ça peut aussi être des États, ce ne sont pas toujours des États qui ont des matières premières, ça peut aussi être des États prévoyants comme les pays, la Finlande, je pense, ou Singapour. La Finlande, elle a constitué son fonds souverain, la Norvège. La Norvège. La Norvège, c'est pour le pétrole, mais la Finlande, c'est pour payer les retraites. Mais pourquoi la France n'aurait pas des fonds souverains? Parce que la France n'épargne pas. Les seuls fonds souverains de la France, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Mais ce n'est pas une somme considérable, c'est 200 milliards d'euros pour les retraites, c'est 60 milliards... Le fonds de réserve des retraites, qui est minuscule. Oui, alors le fonds de réserve des retraites, vous avez vu comment il est financé. C'est-à-dire qu'il est financé par des dotations de l'État. L'État emprunte pour financer le fonds de réserve des retraites, et je pense que le fonds de réserve des retraites achète des bons du Trésor pour couvrir le déficit de l'État. Enfin, c'est la logique des Shadocks, n'est-ce pas? Donc ceci ne tient pas debout. Le seul pôle d'épargne, c'est l'assurance vie. 1300 milliards à peu près. Mais le problème du capitalisme français, c'est que c'est du capitalisme sans capitaux. Et aujourd'hui, nous ne pouvons même pas nous passer des fonds souverains. Ce sont eux qui achètent nos bons du Trésor, ce qui permet à l'État de distribuer un peu d'argent, une prime pour l'emploi, et de faire du pouvoir d'achat à des Français. Mais ce pouvoir d'achat va se transformer en importation. La France, c'est un capitalisme sans capitaux. Les États-Unis, c'est un pays qui vit à crédit. Donc pour les pays occidentaux, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et en plus, nous, Européens, nous n'avons pas de commandement. On est là dans une situation extrême où si demain une banque quelconque française était au bord de la faillite, ou une entreprise française avait des grandes difficultés, l'État français n'aurait pas le droit d'y investir, contrairement à ce qu'on entend ici ou là. Mais si un fonds chinois voulait y investir, il serait totalement libre de le faire. Donc Bruxelles accueillerait bienvenue un investisseur chinois et dirait non à l'État français. Donc nous sommes dans une situation absurde. À eux les fonds souverains, à nous la dette souveraine. Alors, on vit une époque formidable où un homme seul, un trader, vous voyez de qui je veux parler, un commerçant, c'est la traduction littérale du mot trader, peut, avec son ordinateur, faire vaciller une banque de 10 millions de clients en France. Un résumé en images de l'affaire Jérôme Kerviel avec Marion Aguzewski. Une simple photo d'identité pour un scandale mondial. Jérôme Kerviel n'y est pas vraiment à son avantage, mais c'est cette photographie, celle de son badge de travail, qui a fait le tour du monde en quelques jours seulement. Jérôme Kerviel est devenu l'homme qui valait 5 milliards d'euros, celui qui a fait sauter la banque, la Société Générale. Comment ce jeune homme de 30 ans a-t-il pu déclencher une telle crise? Est-il seul responsable ou bien simple bouc émissaire? Lui affirme toujours avoir prévenu sa hiérarchie de ses actions. La crise est en tout cas d'une ampleur sans précédent. Le marché financier est devenu un grand casino et qu'il a perdu tout sens de contrôle. Que la Société Générale, à travers un seul opérateur, puisse perdre 5 milliards paraît démesuré dans la réalité des choses. Un marché financier devenu fou,
En apparence, la Société Générale a tout de la gentille banque familiale, mais derrière la façade vitrée de sa grande tour de la Défense, un autre jeu se joue, celui des affaires. Faire de l'argent en jouant des sommes folles avec des placements à risque pour gagner toujours plus d'argent, souvent ça marche, mais parfois c'est comme un grand saut dans le vide sans parachute. La Société Générale, malheureusement, ne sera sans doute pas un cas isolé. On l'a déjà vu avec les grandes banques américaines qui, là aussi, en dérégulant les systèmes de contrôle, ont permis des abus. Et il est temps qu'effectivement la planète financière se redonne des règles de conduite et de bon ordre par rapport à l'argent qui lui est confié et l'emploi qu'elle en fait. En clair, obtenir de nouvelles règles, plus de contrôle sur ses opérations boursières, bref, moraliser le système capitaliste mondial. Les dirigeants européens s'y emploient, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie s'étaient réunis fin janvier pour parler de cette question. Nous demandons davantage de transparence au système financier mondial, européen et national. Peut-être aurait-il fallu y penser avant. Le cas de la Société Générale n'est pas une première. En 1995, Nick Leeson, un autre Golden Boy, avait affolé les bourses du monde entier. Le trader anglais avait fait perdre à l'honorable banque Barings plus d'1 milliard d'euros. L'homme, après 3 ans de prison, s'est reconverti en patron de club de foot. Son histoire est même devenue un film hollywoodien. Jérôme Kerviel n'en est pas là, mais déjà des t-shirts à son nom se vendent sur Internet. Jacques Attali, qui est responsable d'un scandale comme celui de l'affaire de la Société Générale? C'est la banque, c'est le manque de contrôle, c'est le système capitaliste dans son ensemble? Non, on ne peut pas dire le système dans son ensemble, c'est l'imprudence, c'est l'euphorie générale dont on parlait. C'est le fait que, vous savez, l'humanité est ainsi faite dans toutes ses dimensions. Hein. Quand on peut prendre des risques, on va jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle. Peut-être aura le temps de l'occasion. Pas de contrôle, il faudrait quand même y avoir des contrôles. Oui, il devrait y en avoir. Mais quand il n'y en a pas assez, et quand le contrôle est seulement fait à l'intérieur, et par ceux qui contrôlent tout en étant contrôlés, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a là véritablement un laxisme, mais qui n'est qu'anecdotique. Je crois que cette affaire ne doit pas être considérée comme marquant une tragédie. Dans notre rapport, nous insistons beaucoup sur Paris, place financière. Beaucoup des ennemis de la France vont se frotter les mains en disant Francfort et Londres ont sauvé leur mise parce que cette petite histoire a eu lieu à Paris. En fait, à l'échelle mondiale... Ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver n'importe où. Malheureusement, ça arrivera n'importe où. Et ça ne remet pas en cause. Au contraire, la Générale a très bien rebondi. La capacité de Paris de devenir, et son devoir de devenir pour notre croissance, une place financière importante. C'est très important et nous insistons beaucoup. Ça ne remet pas non plus en cause toute cette crise dont on parle. Au contraire, l'importance des réformes. C'est pas parce que la crise est là, que la croissance va être moindre, qu'il ne faut pas réformer. Au contraire, la France a montré dans toutes ces années, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, quand il y a une forte croissance, on ne fait rien. On distribue du salaire à tout le monde et on attend la réforme. Mais c'est maintenant où la situation est particulièrement difficile, on a une fenêtre de tir absolument unique dans l'histoire, comme on n'en a pas eu depuis 20 ans et qu'on n'en aura peut-être pas avant très longtemps. Si on loupe cette fenêtre de tir, le pays rentre dans un déclin pratiquement irréversible. Même diagnostic? Diagnostic, je suis préoccupé par l'avenir de notre pays. Maintenant, sur la crise proprement dite, manque de contrôle, à la Société Générale. Responsabilité de la banque? Ah oui, manifestement, c'est un problème de contrôle interne. C'est d'autant plus étonnant qu'on est là dans une fraude complexe et sur l'un des produits les plus simples qui soit. Les contrats à terme qui existent depuis le 19e siècle, qui étaient utilisés pour se prémunir contre des variations de prix. Mais c'est comme le couteau, n'est-ce pas? Ça peut être l'instrument pour préparer le repas familial ou l'instrument du crime. Est-ce que c'est manifestement une lacune de contrôle interne au sein de la banque? Voyez un peu aussi ce que sont les traders. Ce sont de véritables divas dans les salles de marché. Et ceux qui les contrôlent ont un statut de deuxième ou de troisième rang. Souvent, ils gagnent plus que ceux qui les contrôlent. Beaucoup plus. Aucune commune mesure. Ça peut être par millions le revenu d'un trader. Au lendemain des distributions de primes, de bonus, à Londres et à New York, il fut un temps où ils achetaient des grosses voitures, ça ne gênait pas grand monde, mais maintenant ils achètent des appartements de luxe. Et ça fait exploser le prix des logements. Si on fait un petit zoom arrière et qu'on analyse un peu le système, est-ce que ce n'est pas quand même révélateur de cette tyrannie du court terme où il faut gagner toujours plus et le plus vite possible? Or, le contrôle a un coût. Et donc, il appartient aux banques de se doter d'équipes, d'instruments, de procédures de contrôle interne appropriées. Et il appartient aussi aux autorités publiques, aux autorités de régulation, à la commission bancaire qui est chargée de contrôler les banques,
probablement de revoir ces procédures, parce que je ne suis pas sûr qu'ils avaient pris la mesure de ce risque. Ça renvoie aussi à la hiérarchie. Vous avez pris un zoom arrière, c'est en effet une bonne formule, à la hiérarchie des valeurs dans notre monde. Un instituteur gagne moins de 2 000 euros. Un professeur de biologie qui cherche dans des choses majeures pour nous gagne 3 500, 4 000 euros après 10 ans d'études. Et un trader va gagner 10 à 20 millions d'euros facilement dans l'année. On est dans un monde de fous, où les priorités... L'instituteur gagnerait quelques centaines d'euros par mois en plus, il serait déjà content, oui, je pense. Bien sûr, c'est pour ça que je dis la hiérarchie des valeurs est folle. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous êtes quand même deux observateurs du monde économique et financier. Est-ce que ça vous a surpris tous les deux, ou bien est-ce que tous les gens bien informés savent que cette banque casino, ça fonctionne comme ça, il faut s'y faire? Non, mais c'est qu'il y a un moment, les gens qui achètent sur les marchés, en tout cas certains investisseurs, je ne suis pas sûr qu'ils aient clairement conscience de ce qu'ils achètent. Tous ces produits dérivés extrêmement compliqués, avec des algorithmes extraordinaires. Je pense qu'il faudrait que les investisseurs, plutôt que de passer par des agences de notation qui disent voilà, vous pouvez acheter AAA, de passer par des conseillers qui prennent des commissions au passage, il faudrait que de temps en temps, ils essaient de comprendre ce qu'ils achètent. Plutôt que de dire voilà, on vous garantit 5% de rémunération. Il y a aussi une chose très structurelle, très profonde qui est derrière ça. C'est que, comme vous l'avez dit très justement, l'industrie croît à 5%. En fait, la rentabilité de l'industrie, c'est 7%. La finance exige une rentabilité de 20%. Oui, 15-20%, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Pourquoi est-ce qu'ils exigent ça? À la fois parce qu'ils sont très gourmands et qu'ils peuvent l'obtenir, mais pour une raison extrêmement profonde, qui est le vieillissement démographique. Il faut payer les retraites. Les fonds de pension doivent payer les retraites. Et comme la population vieillit de plus en plus, mais qu'elle ne travaille pas plus longtemps, la quantité d'argent qu'il faut consacrer à payer les retraites augmente. Et donc, il faut à tout prix, pour l'industrie financière, les fonds de pension, trouver ces ressources, et donc pour ça, écrémer le meilleur, d'où tuer les entreprises pour en sortir la meilleure valeur. Tout ça à court terme, pour payer ces retraites. Donc, il y a un lien très profond entre la crise financière actuelle et l'évolution démographique, qui nous amène à une question très profonde sur la quantité, la durée du travail, la façon dont on va vivre mieux, travailler mieux et non pas travailler plus pour une société qui soit assez profondément différente. La mondialisation de la finance, en vous entendant, vous écoutant, finalement, elle va beaucoup plus vite que la mondialisation elle est comme l'Internet. Elle est comme Internet. Elle est dans le monde du gratuit. Et ceux qui vivent dans la sphère financière peuvent au passage arracher des commissions. C'est bon pour les avocats conseils, c'est bon pour les auditeurs qui montent les opérations. Mais ça peut être dramatique pour certaines entreprises et pour le tissu social dans tel ou tel pays. Est-ce qu'il y a des alternatives au système financier actuel? Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas moi, un système plus responsable, un système plus spéculatif? Est-ce que vous en voyez? Moi, je pense qu'il faut renforcer le contrôle. Il faut surtout qu'à l'intérieur, enfin, je pense qu'au plan européen, il faut que l'Europe avance plus mais l'Europe, elle est absente, vous le dites aussi dans votre livre, elle est dramatiquement absente. Elle est dramatiquement silencieuse. On a vu l'année dernière la bourse européenne, Euronext, se faire racheter par le New York Stock Exchange dans un silence politique absolument assourdissant. Les banquiers qui devaient normalement être les solidaires de cette bourse européenne avaient été les premiers à vendre les actions qu'ils détenaient dans Euronext. Mais sur l'opération de la Société Générale, ça n'a pas été perdu pour tout le monde, car les 4,9 milliards de pertes de Générale correspondent à 4,9 milliards de gains pour quelqu'un d'autre. De contrepartie. Alors je ne sais pas où ils sont, ces gens-là. Et ce que je trouve préoccupant, c'est que autant de beaux esprits qui sortent de Polytechnique, qui sortent d'HEC, de Normal Sup, attention à ce que vous dites, parce que vous en avez en face de vous. Vont entrer dans ces salles de marché. Je ne suis pas sûr que toute cette intelligence, toute cette économie de la connaissance soit utilisée au mieux dans l'intérêt de la collectivité. Absolument. Mais est-ce qu'une des leçons un peu paradoxales peut-être de cette crise bancaire, c'est que justement, elle révèle un besoin de plus d'État? Vous avez parlé de... C'est là où c'est très amusant, c'est qu'au fond, il y a deux solutions face à cette crise. Il y a une solution du niveau national, c'est la nationalisation des banques. On retourne aux années... Qui n'est pas déraisonnable comme solution. L'Angleterre vient de le faire pour certaines banques, les États-Unis jouent avec l'idée pour certaines banques aujourd'hui. La plupart des grandes banques d'Asie, qui sont les maîtresses du monde, sont aujourd'hui des banques publiques. Et si vous regardez le statut des grandes banques françaises mutuelles, elles ne sont pas possédées par l'État, mais elles sont sorties du monde capitaliste. Elles ne peuvent pas être rachetées, les grandes banques mutuelles. C'est très bien ainsi. C'est l'antidote
C'est l'antidote de l'hyperfinanciarisation. Les grandes structures bancaires solides ne sont pas dans le système capitaliste. Soit elles sont nationales, possédées par l'État, soit elles sont mutuelles. Donc c'est une ironie du sort. On retourne à cette chose qui nous avait été, à la gauche, tant reprochée. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que la nationalisation des banques soit la solution, en tout cas aujourd'hui, mais par contre, une solution de contrôle européen, d'une réglementation européenne forte, et sans doute aussi de ce qu'on appelle une golden chair européenne qui assure à l'Europe un pouvoir de veto sur les acquisitions par l'extérieur, serait certainement. Et ça pourrait passer par quoi? Par la Commission, par la Banque Centrale Européenne, ce contrôle? Banque Centrale, sûrement pas. La commission bancaire est une émanation... Parce qu'il n'y a pas d'autorité des marchés financiers au niveau européen. Non. Et je pense qu'il faudrait une autorité des marchés financiers. Je pense qu'il faudrait aussi des institutions de contrôle. Il faudrait également fusionner les institutions de contrôle des banques et les institutions de contrôle des assurances. C'est ce que nous proposons dans notre rapport, de fusionner la commission de contrôle bancaire et la commission de contrôle des assurances, car en effet, banques et assurances vont fusionner. Je pense d'ailleurs que les assurances vont prendre le pouvoir sur les banques, car ils ont une vision du risque. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rediviser de manière radicale les banques classiques, les banques de dépôt, les banques familiales, et puis à côté de ça, je dirais, les banques d'affaires? Aujourd'hui, tout est mélangé, on l'a bien vu à la Société Générale. Non, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait, c'est pas la banque d'affaires qui a été un problème, c'est la gestion des titres de la banque commerciale. Donc c'est à l'intérieur de la banque commerciale que c'est encore plus compliqué que ça. Mais tout de même, est-ce qu'il faudrait séparer les deux activités? Je pense la banque que porte de moins en moins le risque. La banque devient un intermédiaire entre ceux qui détiennent des fonds, des liquidités, et ceux qui en ont besoin. On les rapproche, on met sur le marché les titres de créances, on prend ses commissions, mais elle ne porte pas toujours elle-même les risques dans ces opérations. Et vous l'avez signalé, je pense qu'on a collectivement une préoccupation, c'est la tyrannie du court terme. Qu'on voit d'ailleurs, et notre rapport l'indique assez en détail, dans la façon dont on mesure la valeur dite fair market value des titres, qui est une valeur artificielle, puisqu'il n'y a pas de fair market value pour les dérivés. Personne ne sait ce que ça veut dire. Alors fair market value, ça veut dire... Ça veut dire la valeur du marché, pour l'évaluation, la valeur honnête, mais il n'y a pas de valeur honnête pour des titrisations, donc on fait à peu près n'importe quoi sur des modèles mathématiques, et ça qui a conduit au dérapage. Donc il faut aujourd'hui certainement avoir une vision beaucoup plus contrôlée de l'extérieur. D'accord, mais quand vous dites il faut, ça veut dire que c'est la responsabilité des politiques d'imposer ces contrôles? Bien sûr, aujourd'hui, si nous n'avons pas à l'échelle de l'Europe un pouvoir politique européen bien au-delà de ce que la Constitution vient de décider, l'Europe est en... Et donc les spéculateurs, à vous entendre, encore quelques belles années devant eux, non? Dans nos normes de reddition de comptes, on peut dire que le langage des financiers, c'est construit en dehors de toute légitimité démocratique. Ce sont des professionnels de l'audit et de la comptabilité qui, entre eux, ont fondé des institutions pour définir les normes comptables. Sous contrôle américain. Largement anglo-saxon. Alors, Jean Arthuis, il y a eu la bulle asiatique à la fin des années 90, il y a eu la bulle Internet début des années 2000, maintenant la bulle immobilière. On va passer à une autre bulle après, c'est un espèce de cycle. Vous êtes quoi, pessimiste, optimiste sur le système? Non, je ne sais pas. Un monde sans risque, ça n'existe pas. Et un monde sans risque risquerait fort d'être un monde totalement immobile. D'ailleurs, vous avez proposé de revoir ce principe constitutionnel de précaution qui nous fait encourir un vrai risque de déclin. Donc on ne fera jamais disparaître le risque. On veut vendre de la sécurité à tout prix. Et bien souvent, on édicte des normes. Oui, principe de précaution. Enfin, on édicte des normes, y compris des lois, dont la mise en œuvre est totalement impossible au plan matériel. On vit une société schizophrène, c'est-à-dire qu'on est capable, pour flatter l'opinion publique, de défendre des normes de niveau de sécurité extraordinaire, alors même qu'on n'a pas les moyens d'y faire face. C'est une grande partie de notre rapport, dans le même sens que ce que vient de dire M. Arthuis, de simplification administrative, de réduction des normes, de faire en sorte... 4% de la production nationale est consacrée, est paralysée par les normes. Et si on arrivait à les supprimer, on aurait un impact considérable sur la croissance. Simplifier les structures administratives, simplifier les normes, simplifier ce qui est demandé aux entreprises, simplifier les seuils, simplifier le système fiscal, c'est vraiment une clé. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que ceux qu'on a voulu protéger sont maintenant victimes de tous les textes qu'on avait construits pour eux. Je renvoie à vos deux derniers livres, il y en a de très nombreux. Jean Arthuis, Mondialisation, la France à contre-emploi, aux éditions Calman-Levy. C'est un livre qui date d'il y a un an, mais il est encore d'actualité. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli
d'un poil. Et puis Jacques Attali, donc les 300 décisions pour changer la France aux éditions XO. Merci à tous les deux de nous avoir donc rejoints pour cette émission. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je renvoie au site de TV5 où vous pouvez revoir l'émission dans son entier et puis aussi nous envoyer vos remarques, vos critiques, vos suggestions à TV5, donc surparole@tv5.org, je répète, surparole@tv5.org. Merci encore à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.